Bon, voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Ou c'était tellement clair? Bon, je suis Sylvie. Ah, allez. Je n'avais pas demandé la parole. Ah, pardon, j'ai vu une petite main s'inscrire sur ton… Il y a un message de Karine Gilbert. Mais je voudrais, je me permets de faire une remarque, enfin, dire ce que je ressens. C'est-à-dire que quand même, que ce dont on parle aujourd'hui, entre autres, je trouve que c'est un des côtés noirs, sombres de notre société actuelle. Voilà, c'est la seule remarque que j'avais à faire. Merci. Merci beaucoup. Karine? Ah, pardon. C'est marqué ce qu'elle demande. Karine. Les raisons du changement des stratégies de l'OIP de ne plus attaquer systématiquement les circulaires et les décrets. C'est une question pour toi, Nicolas. Oui, voilà, je vais enfin, pour être. Pour Nicolas. Alors, oui. pour être clair. Hein, attends une seconde, Nicolas. On va voir. Bon. Bon, alors vas-y. Si je reprends l'exemple que j'ai évoqué très rapidement sur le décret concernant la discipline en prison, en fait, ce décret conduisait à un durcissement des sanctions disciplinaires pouvant être ordonnées contre les personnes détenues. Pour l'essentiel, enfin, il y avait d'autres dispositions critiques, mais pour l'essentiel, c'était ça. Il nous paraissait totalement, si vous voulez, fortement probable en tout cas, que le Conseil d'État estime que s'il n'est saisi que de cette question du durcissement des sanctions disciplinaires, il estime finalement que ce durcissement n'est pas contraire au droit et à la loi et qu'il valide donc ce durcissement. Or, il nous semble que ce durcissement, pour qu'on prenne la pleine mesure de ce qu'on peut dire de ce durcissement, doit être mis en relation avec les autres aspects de la procédure disciplinaire, c'est-à-dire son caractère totalement inéquitable, sa maîtrise unique par l'administration pénitentiaire, les difficultés auxquelles les personnes détenues peuvent avoir pour accéder aux preuves dans le cadre de cette procédure, et puis les conséquences de la sanction disciplinaire qui conduisent la plupart du temps à un rallongement du temps passé en prison, puisqu'il existe dans les tribunaux, mais il faut le documenter, mais il existe dans un certain nombre de tribunaux des barèmes qui font que quand un juge d'application des peines est saisi de la situation des détenus qui a eu par exemple 10 jours de QD, il va retirer tant de jours de crédit de réduction de peine. Autrement dit, si vous voulez, la question de la sanction, du régime disciplinaire, à notre sens, doit être posée dans sa globalité. Et la critique qu'on peut adresser à chaque dispositif, ou à chaque élément critique que je viens d'évoquer, à notre avis, prend beaucoup plus de puissance lorsqu'on la met en relation. C'est-à-dire lorsqu'on met en relation un dispositif totalement inégalitaire et inéquitable, qui punit durement, et à la fois sur le plan disciplinaire, mais même alors que la loi ne le prévoit pas spécifiquement par le rallongement de la durée de la détention. Cette critique-là est totalement inaccessible si vous attaquez le décret uniquement la question du durcissement des sanctions. Vous ne pouvez pas poser cette question-là. Et surtout, vous déresponsabilisez le juge. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'audience, le juge va vous dire « Ah oui, c'est peut-être dur, mais enfin, c'est la loi, c'est le décret, c'est pas moi, etc. » La démarche autre qu'on a choisie, c'est de considérer qu'on va enquêter, comme on le fait souvent, pour pouvoir documenter suffisamment un certain nombre de choses qu'on souhaite critiquer. Et puis, on demandera l'abrogation de tous les décrets concernant tout le régime disciplinaire de la prison. Et on arrivera devant le juge avec toutes les questions. Autrement dit, si le juge rejette tout, c'est plus la loi, c'est plus le règlement, c'est le juge qui devient responsable d'un état du droit dont on aura fait la démonstration qu'il est problématique à de maints égards. Et surtout, il nous semble que chaque critique se nourrit de l'autre. Mais on ne peut critiquer la procédure dans son ensemble que si on l'attaque dans son ensemble. Donc là, par exemple, on a décidé de ne pas attaquer ce décret. On n'a pas attaqué non plus, par exemple, les circulaires sur les fouilles à nu. On a engagé une campagne contentieuse sur les conditions de détention. Au départ, on avait déjà… la circulaire nous paraissait comment dire, à l'époque, ambiguë. Et on avait peur qu'une motivation ambiguë conduise le Conseil d'État à valider un texte qui aurait eu pour effet de légitimer des pratiques qui auraient été bien au-delà de ce qui était possible par la loi. Ce qu'on a préféré, c'est engager une campagne contentieuse dans les établissements en documentant ce qui se passait, en obtenant une dizaine ou une quinzaine d'ordonnances de référé sur différents établissements qui sanctionnaient la pratique des fouilles à nu en détention. Et on est remonté jusqu'au Conseil d'État pour avoir la décision qu'on espérait, mais pas contre la
mais pas contre la circulaire, dans un cas particulier où le Conseil d'État a effectivement sanctionné les fouilles à nu systématiques, dans un cas d'espèce qui lui est remonté, ce qu'on aurait pu espérer obtenir dans le cadre du contrôle de la circulaire, mais qui nous paraissait, compte tenu de la rédaction ambiguë de la circulaire, beaucoup plus aléatoire. À la suite de cette décision du Conseil d'État. Nicolas, tu as d'autres questions, hein, je te signale. Pardon, mais voilà, j'arrête. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je voulais être très pratico-pratique en fait. Alors, il y a des questions de Élise et de Laurent. On va grouper les questions et puis comme ça, Daniel et Nicolas répondront. Élise? Oui, bonjour, je suis désolée, je m'excuse, ma vidéo ne fonctionne pas. J'ai une question pour Monsieur Ferrand. Bonjour. Vous avez évoqué la volonté d'inscrire votre action, enfin en tout cas votre action contentieuse dans une stratégie plus globale, communication, plaidoyer. Et à cet égard, vous avez évoqué une alliance de différents acteurs, notamment les barreaux, le défenseur des droits. Je voulais savoir comment est-ce que vous vous y prenez concrètement au sein de l'association pour aboutir à cette alliance. Est-ce qu'il y a un communiqué, vous sollicitez ces différents acteurs, ils viennent vers vous, je voudrais savoir les relations. Ouais, ben, ça dépend des acteurs et puis ça dépend des configurations. Attends, Nicolas, il y a aussi une question de Laurent. Peut-être qu'il faut mieux les regrouper. Laurent? Laurent, ton micro? Bon, il est parti boire un café. Bon, ben alors vas-y, Nicolas. Non, mais ça dépend en fait. Elle est facile, ça, la question. Oui. Si l'arme contentieuse a ses limites, quelle arme vous semble à l'heure actuelle le plus adaptée? Voilà. Ben, bon courage, Nicolas. Oui. Je n'ai pas entendu cette seconde question. Si l'arme contentieuse a ses limites, quelle arme vous semble à l'heure actuelle plus adaptée? C'est pour toi, ça, Daniel, non, cette question? Oui. Bon. Alors, bon, je vais répondre d'abord à la première sur les acteurs. Enfin, ça dépend complètement du type de contentieux et à la fois du sujet et puis du type de procédure, etc. Par exemple, pour la Cour européenne des droits de l'homme, on s'est adressé, on a saisi officiellement tous les organismes de contrôle possibles de l'existence de ces procédures et de l'intérêt qu'il y aurait à ce que le CGLPL, le défenseur des droits, etc., puissent intervenir dans ces procédures, ce qu'ils ont fait. Bon, évidemment, quand on leur a communiqué, on les a informés de ces procédures, on leur a aussi communiqué nos écritures pour qu'elles voient dans quelle démarche et dans quel esprit on avait guidé ces contentieux. Bon. S'agissant des barreaux, en fait, on est passé par un réseau d'avocats qu'on a constitué et qui est aujourd'hui un réseau qui s'appelle l'A3D, qui est d'ailleurs une aspiration de l'ADDE, qui est un réseau d'avocats en droit des étrangers qui existe depuis une vingtaine d'années. Bon, il y a quelques années, l'OIP, plus précisément d'ailleurs c'est moi, parce que moi j'avais l'expérience de l'ADDE, on a proposé à quelques avocats qui défendaient des personnes détenues de se réunir en réseau du type de l'A3D, ce qui s'est fait. L'A3D réunit aujourd'hui une centaine d'avocats dans différents barreaux spécialisés sur la question de l'exécution des peines et du droit pénitentiaire. Cette association nous sert à sensibiliser des barreaux, c'est-à-dire des membres. En l'occurrence, là, il y a 7 ou 8 gros barreaux de France qui sont intervenus dans les procédures, donc Paris, Lyon, Marseille, etc., donc qui ont demandé à faire des tierces interventions devant la Cour et qui ont été admis à le faire. Ces barreaux, on les a touchés par les avocats de l'A3D qui ont contacté les bâtonniers, qui ont sensibilisé les bâtonniers. Je suis moi-même, par exemple, à Paris, intervenu à l'invitation d'un membre du Conseil de l'Ordre pendant une réunion du Conseil de l'Ordre pour exposer la campagne contentieuse et inviter le barreau à s'y joindre, ce qu'il a fait en votant. Voilà. Donc, en fait, c'est assez simple, finalement. C'est prendre contact avec les gens, les sensibiliser au contentieux. Et puis après, évidemment, plus vous multipliez excusez-moi, je suis appelé. Plus vous multipliez les actions avec des partenaires et plus la relation avec ces partenaires devient fluide, quoi. Voilà. Alors, je ne sais pas, Daniel, tu réponds sur la seconde question? Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait, je pense, qu'on passe à la… OK. Enfin, juste… bon, les deux questions sont un peu les mêmes. Si l'arme contentieuse a ses limites, quelle arme vous semble la plus adaptée? L'action politique. Enfin, je veux dire, en fait, le JSTI ne fait pas que du droit. Hein. Il est dans des tonnes de comment dirais-je, de coordination, que ce soit sur le droit d'asile, que ce soit au niveau européen. On travaille avec Migre Europe pour l'Europe, etc. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de pousser nos idées. Donc, le droit n'est qu'une partie de notre activité et simplement, aujourd'hui, c'est de celle-là qu'il fallait parler. Et c'est vrai que c'est quand même ce qui faisait, dès le départ,
l'originalité du GISTI, mais beaucoup moins aujourd'hui. Et l'autre question, l'exercice d'équilibriste qui consiste à exploiter le droit en tant que mode d'action sans pour autant le légitimer en tant qu'instrument de domination. Pour là-dessus, on est extrêmement pragmatique. Je ne pense pas que enfin, oui, bien sûr, le droit est un instrument de domination. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que le droit, il reflète une politique, il reflète des rapports sociaux. Mais là, pour le coup, il faut avoir une vision extrêmement pragmatique. Hein, je veux dire, c'est comme de la même façon qu'on est contre le capitalisme, bon, on fait avec. Mais là, on n'a pas le sentiment, si vous voulez, qu'en allant devant le juge, connaissant les limites et sachant qu'on peut ensuite critiquer violemment ce qu'il a fait, on n'a pas l'impression qu'on le légitime. Je n'ai pas l'impression qu'en allant devant le Conseil d'État, on légitime le Conseil d'État. Enfin, c'est mon sentiment. Merci beaucoup à tous les deux.